Oui, bonsoir à tous. Merci donc pour ce petit moment. Alors, la première slide, en fait, vous n'allez pas y voir grand-chose. C'est une réflexion qu'on m'a déjà faite, mais c'est un petit peu volontaire. Vous avez là-dessus une multitude d'outils Lean qui vont à la fois servir à faire de l'optimisation technologique, qui vont nous permettre d'engager nos équipes, qui vont nous permettre, comme ce mot est très moderne et très en vogue, le Lean, de faire des processus Lean et également plein de standards. En fait, il y a énormément de choses qui existent. Ces outils-là, en fait, pour introduire un petit peu ma présentation, ce sont des outils qui sont gérés par des hommes, et pour ma part, pour les hommes, au sens général du terme, bien sûr. Les femmes, c'est bien entendu implicite. Hem Ce qui est très, très important dès le départ, et je le vois depuis que j'ai changé de position dans l'entreprise, je suis passé de animateur lean avec une certaine maîtrise de ces outils à aujourd'hui manager, c'est que ces outils doivent, dans un premier temps, être compris par tous. Alors, il y a un petit outil qui est rigolo avec lequel je vais commencer, c'est le tout premier en haut à gauche qui s'appelle le SMED. Donc, je vous inviterai tous, en fait, connectés aujourd'hui, là, à aller voir SMED et Formule 1. Vous allez taper ça sur Google et vous allez voir, qu'est-ce que ça peut donner. Parce que, voilà, il y a environ, plusieurs dizaines d'années, je ne saurais pas dire exactement, combien, il y a des outils qui ont déjà été mis en œuvre dans d'autres services que dans des entreprises, hein. Ça a été utilisé, pour, améliorer les temps de changement de roues, sur une voiture, quoi. Et vous allez voir, une petite vidéo là qui dure 2-3 minutes, qui nous montre, comment on travaillait avant et comment on travaillait maintenant. Et vous comprendrez que ça servira à l'homme qui est le pilote, qui est derrière le volant, mais ça servira aussi, bien sûr, à tous les financiers qui sont derrière, parce que forcément, les gens vont commencer à gagner de l'argent en faisant comme ça, quoi. Ensuite, comme je l'ai déjà rapidement dit, c'est vrai qu'en tant que manager, vous connaissez les outils, pardon, en tant qu'animateur, vous connaissez les outils, vous n'êtes pas forcément partie prenante quand vous allez commencer à animer ou à faire un chantier sur le terrain. Du coup, les gens vont beaucoup plus facilement s'adresser à vous, vont tout de suite vous donner plein d'idées en fonction du contexte sur lequel on travaille. Aujourd'hui, en tant que manager, il faut parfois que je remette ma casquette d'animateur pour prendre un petit peu, moins de hauteur, parce que souvent quand le chef est avec, c'est pas forcément, les mêmes résultats qu'on arrive à obtenir, quoi, hein. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer, 2 exemples de choses qui ont plutôt bien marché, chez Schaeffler, vous l'aurez compris, hein. Et qui ont été faites, en fait, à l'aide des opérateurs. Comme il a souligné juste avant, c'est que, si vous n'avez pas l'implication des gens qui doivent travailler avec au quotidien, ça ne va pas marcher, quoi. Donc il y a un outil, qui est utilisé fréquemment chez Flair qui s'appelle le Kreis, mais qui s'appelle également le cercle de Taishi Ohno, et c'est finalement très, très simpliste comme méthodologie. Je mets un trait ou un cercle de craie, à un endroit proche d'une machine et je vais observer ce qui se passe. Camille a souligné en disant que c'est très important de savoir déjà ce qu'on veut observer et de se focaliser dessus. J'ai une approche un peu plus ouverte, j'essaie de regarder ce qui se passe de manière plus générale. Et imaginez-vous, vous débarquez dans une ligne de production, un opérateur travaille, vous débarquez, vous mettez un trait de crayon au sol. Déjà, les gars, ils vont vous regarder, ils vont dire ça y est, on a perdu le chef, on a perdu l'animateur, les gars, ils ont craqué. Donc, il faut introduire ce chantier, il faut préparer ce chantier, il faut également poser les bases du chantier, quels sont les objectifs de ce chantier. Est-ce que c'est, voilà, est-ce que c'est, je reprends un peu tes phrases, Camille, est-ce que c'est supprimer un poste, est-ce que c'est réduire un poste, est-ce que c'est améliorer un poste? Il faut faire ce genre de choses en toute transparence, parce que sinon, effectivement, vous allez quelque part droit au clash. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Donc, la méthodologie que moi j'applique, c'est de toute façon, avant qu'on commence ce type de chantier, peu importe lequel, là c'est un exemple, après je vais en citer encore un deuxième, j'implique les gens et je fais une présentation du projet aussi bien avec des collaborateurs directs, donc ceux qui sont vraiment au pied de la machine, et j'invite surtout aussi les sponsors, hein, ceux qui vont à un moment donné financer, quoi. Où ça se passe, ce Kreidekreis, donc ce cercle de taille Giono, c'est en production, hein, souvent. Mais on pourrait très bien observer également les gens qui travaillent à un bureau, hein, pour voir quels sont les allées et venues, quels sont le type de gaspillage qu'on va éventuellement reconnaître. Donc c'est vraiment, on va chasser des gaspillages.
vraiment les choses, alors moi je vais le dire à ma façon, mais les choses que le client n'est pas prêt à payer et surtout, là je rejoins Jean-Philippe, les choses qui nous emmerdent. Les choses qui nous embêtent et qui nous ramènent rien, bah, il faut qu'on évite de les faire. À quoi ça va servir cette histoire? Bah, améliorer les processus. Et pourquoi on améliore des processus? À un moment donné, on cherche quand même à garder nos emplois en France. Et pour ce faire, il faut qu'on soit performant. Et ça va servir à ça. Ce qui se passe dans un cercle de Tai Chi Ono, c'est qu'à un moment donné, on va observer des choses qui ne vont pas du tout. Donc, on a en dessous cette notion de TRS OEE pour les connaisseurs, qui va nous indiquer ben, comment on se situe, quel est notre niveau de performance. Et on voit souvent dans des entreprises françaises des OEE et TRS qui tournent aux alentours de 40%. Quand on commence à observer de près et qu'on commence à voir des améliorations, notables et potentielles, à un moment donné, il va falloir qu'on accepte de dire: «Ça y est, maintenant, je vais laisser ces équipements à l'arrêt pendant un jour, 2 jours, parfois des semaines entières pour essayer d'améliorer», dans le but d'améliorer le quotidien des collaborateurs, mais dans le but d'être aussi beaucoup plus performant, hein, ça ne va pas se leurrer, hein, c'est quand même à ça que ça sert. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, dans ce graphique, en plein milieu là, que, bah, il y a à un moment donné un clash, hein, on se casse la figure et on l'accepte. On l'accepte parce que derrière, on sait qu'on va remonter, on sait qu'on va forcément améliorer le quotidien des gens qui travaillent avec ces outils de production et le fait de les avoir inclus, c'est pas mesurable, mais je peux vous garantir que ça ira forcément mieux après, quoi. Donc Jean-Philippe a aussi souligné le fait que, bah, à un moment donné, on va parler d'organisation, de technique. Ce sont finalement dans ces observations-là, effectivement, les différentes étapes qu'on va constater également. Dans un premier temps, bah, ouais, la machine elle déconne parce que ci, parce que ça, parce que machin. Ce sont vraiment que des aspects techniques qui rentrent dans un premier temps. Une fois que vous avez coupé votre machine là, et vous êtes tombé à un TRS de 33%, ben, effectivement, après, les problèmes techniques sont réglés. Après, il va falloir qu'on commence à parler organisation. Bah, tiens, maintenant que la machine fonctionne, je n'ai pas mes composants. Maintenant que la machine fonctionne, bah, j'ai pas ma graisse, j'ai pas je sais pas quoi. Donc c'est vraiment de l'organisation après et ensuite on va se rendre compte à un moment donné, bah, quand on a les moyens, quand on a la technique, quand on a l'organisation, bah, on va se rendre compte que, souvent il va manquer des compétences, et là on va parler de formation et forcément les hommes, on va les sortir un peu de leur zone de confort et on va les faire progresser, quoi. Donc, on a remis un petit rappel avec les différents MOODA. Donc, moi, je cherche dans ce type de chantier vraiment des gaspillages d'ordre MOODA, à savoir bah, les déplacements inutiles, hein. Il y a des gens qui font tous les jours des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et le fait de faire un spaghetti diagramme, qui est un autre outil du Lean qui est très parlant, donc c'est un plan de la machine et vous matérialisez avec des traits les déplacements des opérateurs. Une fois que les opérateurs se rendent compte de combien de kilomètres ils font, ils vont dire: «Ah ouais, effectivement, il faut peut-être qu'on s'intéresse à ce problème-là parce que ça ne marche pas, quoi». Donc, c'est différents outils en fait que vous enclenchez et que vous incrémentez les uns dans les autres pour améliorer le quotidien, quoi. Ensuite, on a toujours, je vais conclure sur cette slide avec ça, ces histoires d'indicateurs, hein. Forcément, vous allez lancer un chantier comme ça, nos amis, les sponsors et chefs et hiérarchies vont vouloir voir des résultats et vont vouloir voir des résultats très rapides. Heu avec des choses les plus farfelues les unes que les autres, combien de pièces en plus, combien de ci en plus, combien de ça en plus, qu'est-ce que j'ai gagné, combien ça m'a coûté, machin, et cetera. Je pense qu'il faut aussi faire attention, à tous ces KPI ou indicateurs que moi j'appelle pas steak. À un moment donné, faut y aller et les résultats forcément ils seront là, quoi. Donc là, tu peux passer à la suite, Nadia. Merci. Ensuite, on a un exemple encore plus concret et qui est assez rigolo. C'est, un outil qu'on appelle simulation carton, Cartonspiel chez Schaeffler. Hem Qui va nous permettre, et je ne voyais pas tout le titre parce que j'avais mes petites icônes devant, qui va nous permettre, d'accompagner les collaborateurs au changement. Alors ce qui se faisait dans le temps, il y a fort longtemps, dans mon entreprise, c'est que, ben, on avait des gens qui travaillaient sur des projets, de rationalisation, de mise en ligne de nouveaux produits et cetera et cetera et ce qu'on arrivait souvent à faire, c'est des beaux plans, hein, comme on voit là-haut à gauche, que j'ai appelé la théorie, hein. Donc, ces beaux plans-là, ben, c'est sorti d'un chapeau, d'un tiroir et ça servait à faire joli au niveau des financiers, j'ai envie de dire et à nous valider un certain nombre de budgets et voilà, quoi. Mais dans la vraie vie, quand ces lignes arrivent, bah, déjà, il y a toute la part acceptation du personnel. Donc, souvent, on met un technicien sur cette ligne pour la mettre en route. Après, on va commencer à piocher du personnel, peut-être même embaucher du personnel pour faire rouler ces lignes et on était devant le fait accompli, quoi. Bah, aujourd'hui, en fait, ça fait maintenant quelques années que le Lean existe chez Schaeffler.
On est un peu plus malin que ça. Ben, on va faire un premier jet à un moment donné sur le papier. On va utiliser l'expérience de nos collaborateurs et ça donne ce que j'ai appelé en haut à droite la mise en œuvre de la théorie. Donc, avec des moyens ridicules et dérisoires. Donc, ce sont des tables sur roulettes, ce sont des chaises. Si vous regardez un peu, ce sont des morceaux de scotch. Ce sont des cartons qu'on a dépliés. Voilà, c'est vraiment rien du tout. On va essayer de matérialiser cette ligne-là pour voir comment les collaborateurs vont évoluer dedans. Alors, il y a 36 000 théories de déplacement dans ces lignes-là, hein. Il existe le shaku-shaku, le One Piece Flow, le machin, le tout ce que vous voulez. On essaye et on voit ce qui convient le mieux. Forcément, ce qui va le plus vite et ce qui nous permet de dépoter le plus de pièces, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui va le mieux pour pas rendre chèvre, j'ai envie de dire, nos collaborateurs, parce qu'on n'a rien à y gagner, quoi. Bien entendu, on tiendra compte aussi de tous les aspects ergonomie. Voilà, comme il le disait avant, l'opérateur qui lève le bras au-dessus de sa tête pendant des heures, c'est juste pas possible. Je l'ai pratiqué personnellement, c'est effectivement juste pas possible. Vous êtes juste en train de vous ruiner. L'objectif, c'est pas de ruiner nos collaborateurs, on en a besoin, il faut en prendre soin. C'est eux qui nous font la valeur ajoutée, c'est eux qui nous font vivre, hein. Donc, en fait, ce que je fais de manière régulière, ben, je mets le théoricien, et c'est là la petite image en bas à gauche, le théoricien avec l'utilisateur, et souvent je mets le sponsor avec, histoire qu'ils s'en rendent compte aussi des difficultés qu'on peut rencontrer, et surtout des idées qui viennent des gens qui travaillent avec ces choses-là tous les jours, quoi. Euh, et en fait, oui, ça devient ce que j'appelle moi la vraie vie. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai été jury d'examen pour des CQPM animateurs d'équipe qui n'ont pas une structure ligne comme nous, là, chez Scheffler. Ces gens-là pratiquent ce que j'appelle le bon sens au quotidien, hein. Donc, bah, quand ils voient que les gens se déplacent beaucoup, bah, ils prennent un plan de la ligne, ils commencent à faire des traits dessus sans savoir qu'ils sont en train de faire un spaghetti diagramme qui est un outil du lean, mais ils se rendent juste compte que leurs opérateurs font des kilomètres et des kilomètres, quoi. Quand ils implantent une nouvelle machine, bah, ils essayent de réfléchir à comment poser les machines. Et pareil, les gars, à un moment donné, ils ont matérialisé ça dans une ligne avec des palettes, quoi. Les mecs, ils ont utilisé des palettes ou des roues, des poubelles qui traînaient dehors et des choses comme ça pour essayer d'organiser une ligne, mais avec des moyens dérisoires, je le répète. On arrive à faire du lean partout, quoi. Partout, quoi. Donc, voilà ce que j'ai envie de dire sur les deux exemples là que j'ai cités. Et bien entendu, pour que tout ça, ça fonctionne, ben, nos entreprises doivent se transformer un petit peu. Donc déjà, pour introduire ce dernier slide, pour moi, et Jean-Philippe l'a dit dès le départ, il faut y aller petit pas par petit pas. Donc on se rejoint complètement. Il ne faut pas vouloir, en alsacien, on dit all stormeries, hein, donc il ne faut pas vouloir tout arracher, parce qu'à un moment donné, on va se cracher. D'accord? Ça rime en plus. Je ne l'avais pas fait exprès, celle-là. Ensuite, mieux vaut faire 80% tout de suite que 100% jamais. J'entends trop souvent des gens qui me disent ouais, ouais, mais on fait encore ça, et comme ça, on aura quelque chose qui sera au top. Sauf que le top, on ne le fera jamais. Camille, tu l'as souligné en disant que je préfère pas aller voir le gars parce que je sais que je ne vais pas pouvoir l'aider, mais c'est complètement ça, quoi. Jugad, c'est un mot qui vient d'Inde, hein, je crois. Nadia, tu me corriges si je raconte des bêtises. Et qui dit, ben, allez, on y va. C'est de l'improvisation. On ne sait pas faire, mais on va faire, hein. Il y a un moment donné, j'entendais un dicton qui disait qu'ils savaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait, ou un truc dans le style. Il ne faut pas se poser des questions. On a un challenge à relever, on y va. Mais alors, il faut énormément respecter aussi les collaborateurs. Il faut surtout les mettre au parfum. Il faut les mettre en confiance, surtout quand vous vous pointez en tant que manager. Là, c'est clair que voilà. Et moi, j'ai mon petit 99,9. On me connaît un petit peu pour ça. Moi, je dis, ben, dans la vie, il y a 99,9% d'improvisation et on arrive à faire des très belles choses, quoi. Donc, pour y arriver, merci pour le petit innovation frugale. Oui, c'est le petit chat en dessous. Donc, ce qui est super intéressant dans ces deux pyramides, avec une pyramide inversée, je suis aujourd'hui dans un secteur dans lequel on a encore beaucoup d'anciens réflexes qui sont bien présents, et je n'ai pas peur de le dire, hein, avec un directeur d'usine voilà, qui a la science, qui sait tout et qui donne des ordres, hein. Sauf que du haut de sa tour, entre guillemets, parfois il y a des choses qu'il ne voit pas, et ça peut conduire au clash, ça peut conduire vraiment à des choses qui ne fonctionnent plus, hein. Donc il est super important et c'est une transformation qui est en cours dans le département dans lequel je travaille, qui est en cours depuis quelques années, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain.
où les idées doivent venir de nos collaborateurs, d'accord? Le team leader les porte. Les RSP, c'est la fonction que j'occupe aujourd'hui. Bah, si, l'équipe n'arrive pas à les résoudre, bah, il faut qu'il soit un petit peu le porte-parole, des gens du terrain pour s'il faut débloquer des moyens, s'il faut, bah, secouer le cocotier plus haut, même si parfois, bah, il se prend une noix de coco, mais ça fait partie du jeu. Et tout ça pour qu'on ait, ben, une synergie au sein de nos équipes, entre les différents services, entre les différents collaborateurs, entre les différentes équipes. Parce que pour ceux qui ont déjà travaillé en équipe, ils savent très bien aussi que, bah, entre les équipes, parfois, c'est complexe, quoi, hein. Les idées d'une équipe ne sont pas forcément les idées de l'autre, et cetera, et cetera. Donc ça crée aussi des conflits. Donc il faut vraiment, alors j'ai envie de dire, il y a beaucoup de social là-dedans, mais c'est surtout se baser sur des outils existants. Il ne faut pas les réinventer, ces outils-là. Il faut avoir, une bonne synergie et surtout, il faut motiver les gars qui doivent travailler avec tous les jours, quoi.